Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette petite présentation. Je tiens à remercier beaucoup l'UNIL pour l'invitation et puis aussi SEV Suisse, on est déjà dans le cœur du sujet, puisque SEV, c'est une association qui veut dire savoir-être et vivre ensemble, qui a été créée par Frédéric Lenoir, et puis c'est grâce à eux que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. Et dans ces ateliers SEV, on donne... c'est en deux parties. La première partie, on fait de la pratique attentionnelle avec les enfants. Donc, ils se concentrent sur leur respiration, ils apprennent à se centrer, se calmer. Et puis, dans un deuxième temps, il y a un petit dialogue philosophique sur des questions qu'ils ont choisies et puis ils réfléchissent ensemble. Donc, il y a des milliers d'ateliers qui sont donnés à travers toute la Suisse romande et c'est un bon exemple de choses inspirantes qui se passent actuellement. Donc, quelques idées de base sur ma présentation ce soir, c'est vraiment d'offrir un peu les conditions de base pour que chacun puisse grandir en s'épanouissant et développer nos potentialités affinies, que ce soit les enfants ou les adultes, mais aussi toujours en étant en service pour le monde, pour la nature. Et pour ça, il y a quelques éléments de base que l'on va voir petit à petit. L'une d'entre elles, dans cette éducation intégrale, l'idée c'est que ça commence avant la naissance, puis ça ne s'arrête jamais. Donc si vous croyez qu'à la fin des études, c'est fini, c'est jamais fini en fait, donc continuez. Et quelque part, l'idée c'est que dans l'idéal, à 80 ans, on aura encore des choses qu'on a envie d'apprendre. Quelque part, ça veut dire qu'on est encore vivant et intéressé. Donc c'est vraiment ce que l'on souhaite. Et pour cela, d'ailleurs, durant la présentation, est-ce que ça vous convient si on fait 2-3 exercices à certains moments ? Donc l'idée, c'est de vous demander qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dernièrement. Pas que vous soyez déjà à 80 ans et déjà rigide et fermé, quoi. Donc ça, c'est un élément de base. Un autre élément, c'est que nous transmettons ce que nous sommes et que ce que nous sommes. Et ça veut dire que, et ça c'est vraiment un élément essentiel, on ne peut plus se permettre de demander aux enfants de faire des choses que nous ne faisons plus. Donc ça veut dire que si on a envie que les enfants aient des compétences émotionnelles, développons nos compétences émotionnelles. Si on veut qu'ils mangent sainement, c'est à nous, en tant qu'adultes, de manger sainement. Vous voyez, on renverse la table et puis on s'occupe de nous d'abord. Et puis les enfants, ils vont nous voir. Si on veut qu'ils ne passent pas tout leur temps derrière l'écran, ouvrons nos livres et puis étudions, en fait. Donc il y a vraiment cette idée qu'on ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas. Autrement, ça s'appelle de l'hypocrisie. Et puis les enfants ou les adolescents en ont bien conscience et puis ils se disent, bon, pour avoir des bonnes notes, je dois bien répondre, mais en fait, après, chacun fait ce qu'il veut, et puis on voit ce que ça donne quelque part. Donc, on a besoin de changer de paradigme, et dans ce nouveau paradigme, il faut qu'on incarne les valeurs qu'on veut transmettre. Ça ne veut pas dire que l'on est parfait, mais ça veut dire qu'on travaille constamment sur soi-même. Après, une autre idée qui est essentielle, c'est que chacun et chacune est unique et a un rôle unique à jouer sur la Terre. Et là aussi, peut-être c'est un petit peu différent où on avait cette idée que c'est ceux qui réussissent bien qui vont pouvoir aller quelque part. Là, dans l'éducation intégrale, ce que l'on dit, c'est que chaque être humain, chaque enfant, chaque adolescent va pouvoir s'épanouir dans la vie et en même temps qu'il s'épanouisse, il va pouvoir servir le bien commun, en fait. Et donc, vraiment, on va accueillir chacun et essayer de découvrir son unicité pour qu'il apprenne à l'exprimer dans sa vie. Et il n'y a pas de... Voilà, chacun est un être noble et puis peut contribuer au monde et offrir quelque chose qui a une vraie valeur. Après, pour cette présentation, puis on en parlait avant, c'est vraiment adressé à un mental subtil. C'est-à-dire que les choses ne sont pas noires ou blanches. Et ce que je vais dire, il faut toujours les prendre avec discernement, en fait. Donc les choses ne sont pas noires ou blanches, même s'il y a des choses qui sont noires et d'autres qui sont blanches. Vous voyez, donc il y a toute une palette de couleurs et il est vraiment essentiel que l'on distingue cette palette, et on ne peut pas dire la vérité c'est qu'il faut faire comme ça avec tous les enfants. La vérité c'est que tout le monde doit être végétarien ou doit faire comme ci ou doit faire comme ça. La vérité c'est que chacun d'entre nous, comme on est différent, on a aussi des différents fonctionnements, et pour cela ça demande que l'on n'utilise pas un mode binaire, c'est-à-dire oui, non, je suis d'accord ou bien pas, mais qu'on développe du discernement. Et puis ça c'est vraiment essentiel, je pense, pour le vivre ensemble et pour le lien en fait.
une différence aussi, ou ce que l'on aimerait faire, et j'espère que c'est le cas pour vous dans les études, pour ceux qui sont dans les études, c'est que plutôt que de motiver les enfants avec des moyens extrinsèques, c'est-à-dire la peur enfin, voilà, ou les examens ou toutes sortes de choses, on aimerait que les enfants ils apprennent les choses parce qu'ils aiment en fait, parce que les choses sont passionnantes et donc vraiment notre but ce sera de surfer sur leurs intérêts. Et donc ça, c'est des choses que j'ai mis en place, par exemple, dans les écoles que j'ai créées. Dans une des écoles, on se retrouvait avec des enfants, des élèves, qui à 8-9 heures le soir, voulaient continuer à travailler sur leur projet, puis qui ne voulaient pas aller manger, puis qui ne voulaient pas aller dormir. Donc imaginez que votre enfant, il dit non, moi je ne veux pas arrêter de faire des devoirs, je veux continuer. Donc ça fonctionne, donc ces choses, elles fonctionnent, on peut vraiment trouver des moyens de faire que les enfants, parce que le monde est intéressant, les enfants sont remplis de curiosité, par exemple, et donc on peut utiliser cette curiosité pour qu'ils aient de l'avant. Ici, c'est Alexandra Davigny, l'une des plus grandes aventurières du XXe siècle. Et puis, l'éducation intégrale, c'est aussi quelque chose, c'est pas moi qui l'ai créé, donc moi j'ai vécu une vingtaine d'années en Inde. Je suis valaisan, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, j'espère peut-être pas, mais je ne sais pas. Mais donc, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je l'ai étudié là-bas lorsque j'y vivais. Donc c'est Sri Aurobindo qui était un grand yogi, sage, pédagogue, philosophe indien qui parlait latin, grec, allemand, italien, français. Et puis Mira Alfassa, une Française qui est aussi à la base de la cité d'Auroville, en fait, que certains peut-être d'entre vous connaissez. Donc c'est pour ça qu'il y aura certaines citations d'eux, en fait. Donc après... Ici, c'est Elizabeth Blackburn, je ne sais pas qui est prix Nobel de médecine, qui a découvert les télomères, qui est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Donc tous les enfants, ils ont cette passion pour la recherche et donc on va l'utiliser. Et ces télomères, c'est très intéressant. Juste petite anecdote en passant. Vous savez que si on prend deux personnes qui sont nées la même année, en fait, ils n'auront pas le même âge biologique. Si on prend 2 années en fonction de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, des habitudes que l'on met en place, on pourrait se retrouver avec des personnes qui sont nées la même année, mais une personne qui a 10 ans de plus que l'autre. Donc ça se transmet vraiment en années, et ça c'est en fonction de ce que l'on fait. Notre corps va vieillir plus ou moins rapidement. Donc c'est vraiment, elle a écrit un livre, L'effet télomère, assez passionnant. Après, bien sûr, l'imitation, on parlait avant, pourquoi est-ce qu'on veut donner l'exemple? Parce que les enfants nous imitent, en fait. Donc, si nous amenons une certaine noblesse dans notre manière de vivre, une certaine aspiration, une certaine créativité, eh bien, c'est ce qui sera invité aussi chez les enfants. Ça, c'est quelques images un petit peu plus concrètes de l'école que j'avais créée en Inde, où là les enfants, 3 matinées par année, ils pouvaient choisir un endroit dans lequel ils pouvaient aller travailler, entre guillemets. Donc là, il y a quelqu'un qui a été chez un garagiste, et puis une fille qui faisait dans un magasin de mode, en fait. Et donc l'idée, c'était de leur offrir le plus possible d'expériences, parce qu'on grandit beaucoup à travers les expériences, et c'est mieux quand on les fait que quand on les lit dans des livres. Donc nous, on essaie de donner aux enfants le moyen d'expérimenter ce dont on parlait. Donc ça, c'était en Inde, mais cette semaine, quand je préparais cette présentation, je suis tombé sur le Club alpin suisse, et ça, c'est des classes de Suisse qui vont en cabane et puis qui passent 5 jours en cabane, et puis c'est l'occasion d'apprendre des milliers de choses. Et je peux vous promettre, pour avoir suivi des enfants qui font des choses comme ça, ils vont grandir en une semaine la même chose que 6 mois. Ça va être autant transformateur que 6 mois assis derrière un banc, parce qu'il va se passer des milliers de choses quand on est 5 jours en cabane ou quand on fait des aventures. Donc on souhaite apprendre dans la vie réelle aussi, en fait. Et il y a des écoles donc, qui le font en Suisse, c'est une bonne nouvelle, pas assez encore. Après, il y a certains concepts de base dans l'éducation intégrale, des principes en Inde, on appelle ça des sutras. Là, on voit que c'est aller du proche au lointain, de ce qui est à ce qui sera. Donc un sutra, c'est une idée avec laquelle on peut rester et puis qui va nous révéler plein de secrets. Donc, par exemple, si on parle de ce sutra-là, on se dirait, c'est-à-dire qu'on doit partir du niveau actuel de l'enfant,
pour l'amener vers la connaissance. Si on ne part pas de là où il est, on ne peut pas l'amener là où on veut aller. Voyez, ça paraît extrêmement simple et logique, mais pourtant, très souvent, il y a un décalage entre le niveau ou les capacités de l'enfant et puis ce qu'on lui demande. Donc, on va vraiment le suivre progressivement. Aller du proche au lointain, ça voudrait dire aussi, on va partir de sa passion pour l'amener vers la connaissance, vers la lecture, vers les mathématiques, vers tous les apprentissages, vers les langues. Donc ça se fait beaucoup à travers la pédagogie par les projets, par exemple. Voilà, donc je voulais faire quelques petits exercices. Le premier exercice sera un exercice de partage, puisqu'on est dans le lien. Donc ça vous va de communiquer avec la personne qui est à côté de vous, et puis même si vous la connaissez pas ou bien pas. On va juste faire 1 minute ou 2. L'idée c'est que, donc vous pouvez aussi le faire par téléphone, mais faites-le aussi en partageant avec la personne à côté de vous. Et l'idée c'est de repenser à une activité que vous avez aimé faire dernièrement, et puis qu'est-ce que ça vous apporte. Par exemple, je sais pas, j'étais en montagne dernièrement, et puis il y a le côté sauvage, la beauté de la nature, il y a le fait de faire de l'activité physique. Voilà, je peux dérouler un petit peu les bénéfices que cette activité que je fais, les bénéfices que cela me donne. Ça vous convient comme petit exercice? Donc, il y a une seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit de râler. Donc, si quelqu'un râle, ça se voit, hein, parce qu'on n'a pas la même... les expressions verbales, et donc je crois qu'on a prévu une petite punition à la fin, on verra, je ne sais plus. Mais... Donc je vous laisse juste vous tourner vers votre voisin, et puis juste partager quelles activités vous aimez. Vous pouvez aussi le mettre sur l'application. Ok, vous avez eu assez de temps pour partager. Vous pouvez remercier la personne avec qui vous avez partagé. Donc on voit que c'est assez varié. Certains aiment héberger un lapin, ou... dans toutes sortes de choses différentes. Ça a été ce petit partage. Est-ce que ça change quelque chose dans votre expérience? Parce que normalement, si vous avez fait l'exercice, maintenant vous avez un petit shoot de dopamine dans votre cerveau. Peut-être que vous le sentez. Vous avez aussi un petit peu de sérotonine aussi. Et puis, donc le neurotransmetteur du bonheur. Comme ça, peut-être vous êtes plus encore heureux d'être ici tous ensemble. Et puis un peu d'ocytocine aussi, qui est l'hormone de l'attachement et du lien social. Donc typiquement, moi j'ai un programme dans les écoles qui s'appelle le projet Gratitude. Il y a plus de 3000 élèves qui ont déjà participé à ce programme depuis 2021, donc c'est assez récent. Et l'idée c'est que chacun reçoit un carnet puis écrive toutes les semaines. Donc il y a des sessions de 20 minutes, 30 minutes par semaine pour les élèves. Et puis, donc typiquement, voilà, on fait ça avec les élèves dès qu'on sent qu'ils ont un petit peu moins de motivés. Puis après, on peut repartir au cours d'allemand. Et puis, toute leur dopamine leur donne envie de faire de l'allemand. Et puis, on refait un exercice un peu plus tard quand c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment un joli projet. Et puis, en fait, qui est né un petit peu d'une petite expérience personnelle, c'est que quand j'ai écrit mon livre, j'ai découvert le pouvoir de la gratitude, mais j'ai aussi découvert que j'avais une petite tendance à râler, en fait. Je sais pas, voilà, alors c'est pas vraiment de ma faute, c'est quelque chose que j'ai hérité. Donc, non, c'est de l'humour. Donc, je prends l'entière responsabilité de cela. Et en fait, je m'étais donné un challenge, c'est que chaque fois que je râlais, je devais trouver 3 choses positives par rapport à ce que je râlais. Donc si je râlais contre mon Mac qui se plantait, donc je devais me dire, ben voilà, j'ai pu préparer ce PowerPoint, je peux regarder la grande vadrouille, je peux partager avec mes amis l'autre côté de la planète avec mon ordinateur, donc c'est merveilleux. Voyez. Donc je m'étais donné ce challenge du coup d'associer le râlement avec la gratitude. Alors c'est un challenge que si vous voulez, je vous le lance. C'est assez sympa, parce que d'avoir une autoroute du râlement, c'est pas très agréable. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils font quand ils se lèvent le matin? Ils râlent. Et puis quand ils arrivent à la cuisine? Puis après, quand ils arrivent dans le bus, à l'école, au travail, ils râlent. Donc voilà. Et donc, ce n'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Je pense que personne ne souhaite cela. Donc, à travers ce projet Gratitude, l'idée, c'est plutôt de créer l'autoroute du bonheur, en fait. Avec ici des neurones qui font de la musculation, puisque en fait, la gratitude et toutes ses forces et ses qualités sont des choses qui peuvent être cultivées. On peut les apprendre, en fait. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité, ici, avec Mathieu Ricard.
Et ça, c'est des choses qui sont aussi essentielles pour nous de vraiment intégrer et d'expliquer aussi aux enfants. Parce qu'il y a déjà des enfants ou des adolescents qui se disent « moi, je ne suis pas bon là-dedans, c'est tout, c'est comme ça ». Et en fait, ce n'est pas une vérité fixe. C'est-à-dire qu'on peut vraiment développer notre cerveau. Ce que l'on fait, ce que l'on dit, nos habitudes influencent comment notre cerveau se développe. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est quelque part, on se crée le cerveau qu'on aura dans 6 mois. C'est un truc qui est vraiment incroyable. Vous voyez, c'est pas fixe et fermé. Donc ça, c'est des choses qu'on transmet aux enfants. Et puis après, chacun peut choisir en fait de créer le cerveau qu'il veut. Si quelqu'un va avoir un cerveau avec des grandes autoroutes du râlement puis tout le temps de râler, ben c'est la liberté. Mais si quelqu'un veut développer son cerveau, faire des choses, et donc on leur explique, on peut expliquer les différentes activités. Et puis on verra quelques slides là-dessus. Donc c'est vraiment un concept qui est très intéressant. Et puis d'ailleurs, Mathieu Ricard, qui a fait la préface de mon livre d'ailleurs, une des études dans lesquelles il faisait ses recherches, on s'est aperçu qu'une des régions du cerveau qui est associée au bonheur, au bien-être, aux émotions positives, était suractivée quand il faisait certains exercices, tellement suractivée que un des journalistes a repris l'étude et puis a dit « Mathieu Ricard, c'est l'homme le plus heureux du monde ». Parce qu'il avait une activité électrique qu'ils n'avaient jamais vue dans l'histoire des neurosciences dans cette région du cerveau. Alors après, on pourrait croire que c'est Mathieu Ricard qui est né comme ça, vous voyez. En plus, il est français, et puis il a un petit peu des points communs avec un fameux personnage de bande dessinée. Mais en fait, on s'est aperçu que toutes les personnes qui pratiquaient ce genre la mindfulness ou ce genre d'exercice avaient ces régions qui étaient développées. Donc ce n'est pas Mathieu Ricard qui a son cerveau qui est comme ça, c'est Mathieu Ricard qui fait des exercices et puis qui fait qu'il a un cerveau qui est capable de sentir plus de bonheur. Et ça, c'est une super nouvelle pour nous, en fait. Et c'est jamais fini. À un moment donné, on pensait que la neuroplasticité s'arrêtait à 5 ans, à 10 ans, après à 20 ans. Maintenant, on sait que ça continue toute notre vie. Mais il y a vraiment un avantage de le faire quand on est petit et adolescent. C'est que la neuroplasticité est beaucoup plus forte. Il y a un moment d'élagage synaptique qui se passe durant l'adolescence et durant l'enfance, où vraiment, il suffit qu'on ait entraîné certains réseaux pour que ces réseaux soient gardés par le cerveau. Et ça se fait automatiquement, en fait. Tandis que pour nous, à partir d'un certain âge, disons, il faut vraiment être très concentré, il faut que ce soit un acte volontaire et puis qu'on répète plus que les enfants, en fait. Et donc là, avec le projet Gratitude, c'est clair que la gratitude, c'est quelque chose qui est connu. Et quand on fait des interventions, les gens se disent, voilà, on fait 1 fois, on fait 2 fois dans l'année scolaire. Mais ça ne suffira pas pour qu'au moment donné où il y a l'élagage synaptique, le cerveau se dise, je garde ces réseaux neuronaux, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une répétition, même avec les enfants, sur un certain temps. Donc ces exercices, on doit les faire régulièrement. Et puis si on les fait, eh bien, on voit que ça marche. Il y a plein d'études, donc ça fait partie un peu du champ de la psychologie positive, que je suppose vous connaissez. Il y a plein d'études qui montrent les bénéfices de cultiver la gratitude. On le sait, par exemple, dans le projet Gratitude, c'est aussi la générosité. En fait, c'est plein d'autres qualités sur lesquelles on travaille. Mais on sait que les réseaux neuronaux que l'on active lorsqu'on ressent de la gratitude, ce sont les mêmes réseaux neuronaux que l'on ressent quand on se tourne vers les autres et puis qu'on a des comportements prosociaux. Donc quand on aide, quand on est bienveillant envers les autres, ce sera les mêmes réseaux neuronaux qu'on va utiliser, en fait. Donc il y a vraiment toutes ces choses sont reliées ensemble. Donc et ça, c'est des choses qu'on peut aussi cultiver comme moi je l'ai fait. Et voyez, la liste des bénéfices sont assez incroyables. On a plus d'émotions positives, on se sent plus alerte, plus vivant, plus éveillé. On est plus optimiste et heureux, on a plus de joie et de plaisir. C'est pas mal quand même, non? Et donc, pourquoi pas offrir aux enfants ces cadeaux, en fait, ces trésors, en fait. Et dans le projet, on essaye bien sûr d'associer le projet Gratitude avec le plan d'études roman et puis les cours qu'ils doivent donner. Donc on peut faire du français ou de l'allemand et de la gratitude, voyez. Puis plutôt que de dire le radiateur est chaud, on dit j'aime le chat, voyez. Donc l'enfant est dans ce qu'il aime et en même temps il apprend la langue et il est dans la gratitude. Donc il y a plein de moyens de faire des ponts comme ça. Ça c'est dans une école à Orsières, en Valais, une école avec
toute une équipe très dynamique. Et puis, on avait même élargi le champ de la gratitude, puisque les élèves, enfin, avaient écrit des cartes postales qu'ils avaient envoyées dans le village. Donc, ils pouvaient choisir, chaque élève choisissait une personne. Il y a quelqu'un qui envoyait au pompier, quelqu'un au coiffeur, quelqu'un au boucher, quelqu'un, voilà. Et puis, il y a 300 personnes dans le village qui ont reçu une carte postale d'un enfant qui lui disait merci de faire ce que vous faites. Et du coup, c'est vraiment le lien qui est vraiment élargi. Et la directrice, elle me disait, je me promène dans la rue et les gens viennent vers moi et me disent, mais c'est trop fantastique ce que vous faites dans votre école. Les pompiers, quand ils ont reçu la carte, ils se sont dit, mais c'est trop fantastique cette école. Ils ont pris leur camion et puis ils ont été à l'école. Et puis le petit garçon qui leur a envoyé la carte s'est retrouvé sur le camion à faire un tour. Voyez, et je pense que c'était le plus beau moment de sa vie, en fait, voyez, quelque part, à son âge, quoi. Donc, c'était vraiment quelque chose qui est très touchant et beau. Et voilà, donc il y a plein de choses avec la gratitude qui sont intéressantes. Dans ce mouvement intégral, il y a vraiment une idée d'élargissement. Dans cet élargissement, à des éléments qu'on va aborder, c'est d'abord cette slide que j'ai découvert de Peter Attia dernièrement. La première courbe en noir, c'est la vie d'un être humain, voilà, où avec à un moment donné, avec les années de vie, on perd en qualité. Donc plus on descend, plus on perd de qualité de vie, en fait. Moins on est en santé physique, émotionnelle, psychique. La deuxième courbe en traitier qui est proche, c'est la médecine qui va venir nous aider. Et puis surtout vers la fin, elle va nous garder quelques années. Voilà. Et la troisième course, c'est surtout celle-là qui nous intéresse. En fait, c'est d'essayer de vivre le plus longtemps tout en étant en santé, en fait. Et puis juste à la fin, voilà, juste de passer de l'autre côté en étant en forme plutôt que d'attendre. Et donc, dans ce qu'il appelle la médecine 3.0, un des secrets absolus, la meilleure médecine qui existe, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et donc, dans l'éducation intégrale, les écoles qui mettent en place l'éducation intégrale, c'est obligatoire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont obligatoires, mais tous les enfants doivent faire 1 heure d'activité physique tous les jours, en fait. Et du coup, là, on a une question aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que tout le monde devrait faire 1 heure d'activité par jour? On avait en effet prévu une petite question. Si en régie, vous pouvez la faire afficher. Voilà, comme tout à l'heure, simplement scanner avec votre téléphone le QR code qui s'affiche. Et vous pouvez répondre de manière tout à fait honnête. Est-ce que les enfants et les adolescents doivent-ils faire 1 heure d'activité physique chaque jour? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de le faire. Ouais. Ou est-ce qu'ils ont d'autres choses à faire? On avait hésité avec une autre question, c'est combien d'heures vous faites par semaine? Chaque jour, hein, donc pas par semaine donc ici, mais chaque jour. Hein, tous les jours. Ouais, tous les jours. Ouais. Donc, on se disait par semaine parce que on pourrait imaginer 7 heures. Donc, on voit qu'on est plus ou moins, on est en grande partie d'accord. Et là, on peut vraiment se poser la question pourquoi est-ce que c'est pas le cas? Parce que ça a vraiment un immense impact. Peut-être qu'on continue et puis. Donc ouais, c'est vraiment aussi de vous, si on parle de cette idée d'exemple, c'est combien vous faites par jour en fait. Donc moi je disais par semaine parce que peut-être qu'on n'arrivera pas à faire tous les jours 1 heure, mais peut-être qu'à la fin de la semaine, si on fait une randonnée de 3 heures, eh bien voilà. Et on sait que l'activité physique, c'est pas rien que bon pour le corps, mais c'est aussi bon pour l'esprit, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le vivre ensemble, c'est bon pour développer la volonté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ici, il y a une étude qui est assez intéressante sur 120 000 personnes. On voit la corrélation qui est entre le VO2 max, qui est notre santé cardiovasculaire et notre endurance, et la mortalité sur 10 ans. Et donc on voit ceux qui ont un VO2 max élevé, c'est tout en haut, et bien sur les 10 ans, ils ont beaucoup moins de chances de mourir que ceux qui ont un VO2 max qui est bas, donc une mauvaise santé cardiovasculaire. Et carrément, entre le plus bas et le plus haut, il y a 5 fois plus de chances que si vous avez un VO2 max, que vous soyez la personne qui meurt par rapport à quelqu'un qui a un VO2 max élevé. Pour comparer avec le tabac, vous avez 41% de chances de plus de mourir si vous fumez. Avec un VO2 max qui est très bas, vous avez 400% de plus. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment un incroyable impact. Et Wendy Suzuki, qui est une des spécialistes de la mémoire,
qui travaille dans les universités aux États-Unis, elle a vraiment lancé un mouvement où l'idée c'est qu'on fait des mouvements même dans les cours, dans les universités, parce qu'on sait que l'hippocampe qui est associé à la mémorisation, en fait, elle est boostée lorsque l'on fait des exercices. Donc, c'est pareil avec le cerveau, c'est pareil avec le corps et le cœur que l'on entraîne quand on fait du cardiovasculaire, c'est aussi notre cerveau qu'on nourrit en fait. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, des choses qui sont essentielles à amener, parce que c'est ce que j'ai découvert la semaine passée quand j'ai cherché je préparais ce PowerPoint. 43% de la population en Suisse est en surpoids et obèse. Donc c'est vraiment assez affolant. Et je pensais en venant dans le train, je me disais, les générations qui ont maintenant 80 ans puis qui sont encore en forme, elles ont vécu à une époque où la vie était très dure et puis ils faisaient beaucoup de choses. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc on voit que le surpoids et l'obésité, elles commencent très très tôt chez les jeunes. Et le problème, c'est que si vous êtes déjà à 20 ans, vous êtes déjà en mauvaise santé, vous pourrez peut-être jamais retrouver la santé que vous pourriez avoir si vous aviez fait 1 heure d'activité physique. Et là, je pense que juste si on faisait ça en Suisse, on disait tous les enfants font 1 heure par jour, on changerait la destinée de notre nation presque. Tellement je pense que l'impact il est important. Donc après, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est un mystère. Après, dans la relation avec le corps, il y a différents éléments aussi qui sont assez intéressants pour ceux qui ont des enfants, aussi pour nous-mêmes. C'est qu'on veut développer cette capacité à écouter les messages de notre corps. Par exemple, si vous regardez dans votre corps maintenant, est-ce que vous êtes crispé aux épaules, dans les bras? Est-ce que vous êtes tendu? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous relâcher? Vous voyez, cette capacité de prendre conscience de ce qui se passe. Et puis, si on invite les enfants à prendre conscience, comment tu te sens? Eh bien, l'avantage, c'est que quand ils ont 40 ans puis qu'ils viennent à la maison, on n'a pas besoin de leur dire « T'oublie pas de prendre ta veste, il fait froid. » Vous voyez ce que les parents aiment bien faire. Donc, de nouveau, plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent faire, on va leur poser des questions. L'art de se reposer aussi, ça c'est une étude qui est tombée la semaine passée, 1/3 de la population en Suisse souffre du trouble du sommeil. Et en fait, on peut apprendre à se reposer, on peut apprendre à se détendre, on peut apprendre à se... Donc là, j'ai développé quelques étapes en fait qu'on pourrait mettre en place pour que ça devienne une habitude et qu'on puisse avoir un repos-sommeil qui, de nouveau, on le sait, est nécessaire pour les capacités mentales en fait. C'est-à-dire que ce que l'on apprend durant la journée est intégré dans le cerveau lorsque l'on dort. Et donc si on dort mal, c'est mal intégré. Donc c'est vraiment essentiel de bien dormir. Développer les sens aussi avec ces deux éléments, l'élément connaissance du scientifique et puis l'autre côté plutôt artistique. La pédagogie par la nature aussi, pour les très jeunes, qui est vraiment très bénéfique, où ils peuvent s'épanouir, développer leur corps, mais développer aussi leur sens. Il y a plein d'études qui sont faites sur les bénéfices, et je sais qu'il y a plein d'écoles qui vont dans la nature, qui ont un jardin. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles à offrir pour les petits degrés. Les compétences émotionnelles aussi, qui sont importantes de transmettre, identifier, comprendre, exprimer, réguler, utiliser, comme on le voit ici sur l'exemple. Après, dans l'éducation intégrale, l'idée, c'est pas du tout cette idée de l'enfant roi où tout est facile, il n'y a que de la gratitude, tout est beau et merveilleux. On veut aussi que les enfants développent une certaine résilience, une certaine capacité à faire face aux difficultés, comme on a vu. Les enfants qui vont en cabane dans la neige, c'est pas facile, il fait froid, il y a des difficultés. Ici, c'est Jeremy Heitz, c'est un Valaisan qui descend l'Obergabelhorn. Et donc, et peut-être, vous voyez qu'il avait des mauvaises notes à l'école, et puis ça ne lui a pas empêché d'avoir une vie qui fait profondément du sens. Donc c'est là où chacun peut vraiment trouver sa place. On continue. Ça, c'est les élèves qui maintenant ont 25 ans et que j'avais accompagnés durant quelques années. Et puis, on faisait beaucoup des choses que l'on faisait aussi. C'était des aventures. On partait 5 jours quelque part. On allait camper dans la nature. Et nouveau, c'était l'occasion que les grands aident les petits. Et puis, plein de choses qui se passaient. Et de nouveau, c'est des apprentissages accélérés où ça accélère leur évolution. Les facultés mentales aussi, bien sûr, il faut les développer. Là, peut-être avec une petite différence, peut-être comme on a l'habitude de la faire,
C'est-à-dire qu'on va vraiment développer ces facultés de manière systématique. Plutôt que de mémoriser, vous voyez, on va demander aux élèves de mémoriser dans tous les sujets, mais on ne va pas leur enseigner comment mémoriser. Et donc le premier élément, c'est d'apprendre comment je mémorise, et puis après de mémoriser. Donc j'espère que vous connaissez tous des moyens mnémotechniques, parce que si ce n'est pas le cas, c'est vraiment dommage de passer des heures et des heures à étudier sans savoir comment étudier en fait. Après, un autre élément, c'est la raison, qui, comme je le disais avant, avec cette idée de mental subtil, les choses ne sont pas noires ou blanches, et il faut vraiment qu'on développe cette capacité de réflexion, de comprendre les différents points de vue, et puis c'est ce que Sèvres, par exemple, cette association fait très bien, et qui est vraiment nécessaire. On le voit bien actuellement, que pour certaines personnes, c'est vraiment difficile de rester rationnel, quoi. Et donc on ne veut pas que nos émotions, nos préférences influencent nos capacités de jugement. Après, une autre capacité qu'on veut cultiver consciemment, c'est la concentration, qui est peut-être la faculté la plus essentielle pour atteindre l'excellence dans n'importe quel domaine. Donc la concentration, ça s'apprend, et la pratique de l'attention, c'est un super moyen de la développer en fait. Donc ça vient dans les écoles petit à petit, c'est qu'on va prendre du temps et on va demander aux élèves de prendre quelques secondes, de sentir leur respiration. Alors il y a un effet calmant, mais il y a aussi, c'est l'art d'être présent en fait. Et je crois qu'on avait une question, parce que c'est vrai que, est-ce que d'après vous, ça vaut la peine qu'on prenne du temps pour ce genre de choses, ou est-ce qu'on perd du temps? Exactement, la voici à l'écran, à vos téléphones. Et la question: les élèves doivent-ils faire des exercices spécifiques pour améliorer leur capacité d'attention, selon vous? Donc ça, c'est vraiment des outils qui existent en Orient depuis des millénaires, et puis qu'on découvre, qui sont beaucoup utilisés dans le sport de haut niveau ou par plein de différentes personnes, et qu'on peut vraiment maintenant développer ici. Peut-être qu'on continue alors. Merci. Après, il y a une petite étude qui est assez rigolote, où c'est qu'on a pris le taux de cortisol des élèves, donc c'est dans la salive qu'on peut calculer le taux de cortisol, et puis en fait, ça définissait le stress de l'enseignant. Donc plus l'enseignant était stressé, plus les élèves avaient un taux de cortisol élevé. Donc on transmet vraiment ce que l'on est. Si vous arrivez furax en classe, si vous êtes de mauvaise humeur, eh bien vous vous retrouvez vite avec des élèves de mauvaise humeur, ou avec votre partenaire, c'est la même chose. Et donc, de nouveau, cette idée, il faut que l'on travaille sur soi. Et j'avais travaillé avec Philippe Gay de la HEP Vaud, d'ailleurs, sur une étude. On a fait une étude sur l'impact de la mindfulness. Donc c'est un programme de 8 semaines qui a été fait dans certaines écoles, 4-5 écoles différentes, par des enseignants, où pendant 8 semaines, ils se sont entraînés avec la mindfulness. Et puis, donc en baissant le stress, et on a découvert que simplement le fait que les enseignants fassent ces exercices, ça va un impact juste sur la concentration des élèves. Donc les élèves avaient une meilleure capacité de concentration, parce que l'enseignant, quand il arrivait, il était ancré, posé, il n'avait pas 10 choses dans la tête. Vous voyez, il disait une chose, il la disait en pleine conscience. Autrement, c'est un peu, vous voyez, comme le parent qui part le matin puis qui dit à l'enfant de mettre ses chaussures, qu'il ne va jamais mettre. Et pourquoi? Parce que le parent, il le dit pas en conscience. Donc on peut vraiment développer cette capacité à être présent. Après, le stress, c'est un grave problème. On voit qu'un tiers des enfants et des jeunes en Suisse sont soumis à un stress élevé. Ça, c'est l'amygdale. De nouveau, on parle de neuroplasticité. Ça, c'est la neuroplasticité négative. Donc, ça veut dire que quelqu'un de très stressé aura plus de matière grise dans l'amygdale, et donc sera plus stressable facilement, plus longtemps et plus intensément. Avec un programme de pleine conscience, alors il y a des études qui sont faites là-dessus, c'est pour ça que j'en parle. En 8 semaines, on va voir que la taille de l'amygdale va se réduire. Donc en 8 semaines, on va voir déjà des différences structurelles dans le cerveau. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est rapide. Et puis le stress, on le sait, ça a un impact. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont raté leur scolarité parce qu'ils sont stressés, pas parce qu'ils n'ont pas étudié. Je pense que ça nous arrivait à tous, d'arriver à un moment donné à l'examen, de tout savoir, mais en fait de rien pouvoir répondre parce qu'on est paralysé par le stress. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de continuer d'apprendre, de mémoriser ce que vous savez déjà. Ce qu'il faut apprendre, c'est à gérer le stress. Et comme c'est un tiers des enfants qui est touché, je pense que c'est vraiment des outils
Ça peut être autre chose que la pleine conscience ou la mindfulness, mais c'est des outils qu'on doit vraiment transmettre. Autrement, on perd du temps. On perd du temps. C'est-à-dire qu'on leur demande d'étudier quelque chose, mais le problème, il est ailleurs. Et puis, on sait où est le problème et on a les solutions. Après, on voit aussi que ça a un impact sur l'hippocampe, dont on parlait avant, que l'activité physique va nourrir cet hippocampe. Et là, on voit aussi que la mindfulness va avoir un impact positif sur cette région du cerveau. Après, je distingue la morale et l'éthique. La morale, c'est les règles avec lesquelles on doit vivre, et puis on doit les transmettre aux enfants, comment on doit vivre, et puis quelles sont les règles de classe, quelles sont les règles à la maison. Mais l'éthique, c'est autre chose. C'est quelque chose que l'on perçoit intuitivement, ce qui est juste et vrai, voyez. Et là, plutôt que de dire aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire ou bien pas, on va plutôt développer cette capacité à leur poser la question. Qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Est-ce que, vous voyez, on va tourner la question dans l'autre sens. Plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser, on va leur demander. Et du coup, petit à petit, ils vont développer cette capacité à sentir par eux-mêmes ce qui est juste et vrai. Donc ça, c'est un peu une vision globale, cette ouverture, cet élargissement de l'éducation, avec un mouvement aussi d'élévation. Et puis l'intuition aussi fait partie de ce que l'on peut développer. J'en parle parce que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, et pourtant, voilà, on voit Steve Jobs qui l'utilise, on voit Rita Levi-Montalcini, prix Nobel de médecine, qui a eu une intuition sur le système nerveux, et puis qu'il lui a fallu des années pour prouver son intuition. Mais la connaissance, elle lui est venue de manière intuitive. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment développer, cette capacité à recevoir nos intuitions. Einstein aussi en parlait. Donc, je ne sais pas si vous utilisez l'intuition, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à développer. Et puis, c'est aussi des choses que l'on pourrait faire avec les élèves, s'amuser. Après, ici, le chiffre pi. Combien de chiffres vous pensez, là je crois qu'on avait une question, combien de chiffres vous pensez qu'il est possible de mémoriser après la virgule? Donc, je pense qu'on s'en est tous 3, 14, ça fait déjà 2. Donc d'après vous, je crois qu'il y a une question qui vient. On l'avait, voilà, ça fonctionne. Sinon, chacun dans sa tête déjà essayer de s'imaginer par soi-même. Ou alors vous pouvez le dire, voilà, ouais, ça apparaît. Si vous reprenez votre téléphone comme tout à l'heure, voilà. Ouais, super. 14 007. 14 000, ok, waouh. On parle donc de celui qui arrivera à retenir le plus, je crois, dans le monde. 4, plus de 10 000, waouh. Tous. On voit, il y a ceux qui ont de l'humour, alors. 14 000. Donc imaginez, 14, ça fait 1, 4, puis après c'est... Vous pouvez m'aider? Alors, en tout cas, lorsque j'avais écrit mon livre, le chiffre, c'était 71 000. Donc, imaginez 71 000. Je crois qu'il faut plus de 24 heures juste pour réciter le chiffre. Donc, 71 000, il y en a 6 000 à peu près sur l'image que vous voyez. Donc, ce soir, avant de partir, vous devrez juste rappeler juste cette image. On ne va pas faire... Mais imaginez, c'est 10 fois cette quantité. Et il y a une petite anecdote avec ça qui est vraiment sympa, c'est Dominic O'Brien. Dominic O'Brien, quand il avait 12-13 ans, il levait la main en classe, et puis du temps que la maîtresse lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, Dominique ?» il était là, il ne se rappelait plus de sa propre question. Donc c'est écrit dans son carnet scolaire, Dominique, il ira nulle part, il ne se rappelle même plus de ses propres questions. Il est venu 8 fois champion du monde de mémorisation. Vous voyez ce saut. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a quelqu'un qui est venu en classe puis qui a fait des démos de mémo. Et puis il s'est dit, trop génial, j'ai envie de faire ça. Et puis il a passé des années, du coup, à développer sa mémoire. Mais alors, la bonne nouvelle pour nous, si on n'a pas une bonne mémoire, c'est que ça se développe. Donc, on revient à la neuroplasticité. Et puis là aussi, on part d'un autre principe qu'on avait vu avant. C'est cette idée, on ne pourrait pas forcer Dominique à devenir apprendre 71 000 chiffres après la virgule. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il y a une flamme qui s'est allumée en lui. Et puis, c'est cette flamme qu'on aimerait allumer
allumée chez chaque enfant, chaque élève. Parce qu'une fois que la flamme elle est allumée, notre rôle en tant qu'enseignant, il est complètement différent. Nous, on accompagne l'enfant. Et ça marche vraiment comme ça. Après, on se retrouve à accompagner les enfants, mais eux, ils sont passionnés, ils veulent travailler, ils veulent étudier, ils veulent lire, ils veulent faire un projet, ils veulent faire une présentation. Et donc, c'est de nouveau un shift total dans notre approche. Et il y a des écoles qui le font et ça marche. Après, il y a aussi une notion d'approfondissement. Donc là, c'est un peu l'élévation. Maintenant, on va dans l'approfondissement. Au centre du diagramme que j'ai montré avant, il y a ce que j'appelle l'être psychologique profond. Mais entre d'autres termes, vous êtes d'accord que vous existez. Tout le monde... Levez la main si vous n'existez pas. Donc, on est des êtres conscients. Et ça, c'est la base et l'essence de l'éducation intégrale. Et on peut se perdre dans nos émotions, on peut se perdre dans ce que l'on pense que l'on est, dans le narratif. Et nous, ce que l'on souhaite dans l'éducation intégrale, c'est que quand il a 20 ans, l'enfant ou l'adolescent ou le jeune, il soit capable, en un claquement de doigts, de retrouver qui il est, ce qu'il veut, qu'il sache qui il est, en fait, qu'il retrouve cette essence. Et ça, c'est possible de le faire. Il y a plusieurs moyens de le faire. L'une d'entre elles, juste pour présenter ce travail de Martin Seligman et de Christopher Peterson sur les forces de caractère. Donc c'est quelque chose de très sérieux, hein. C'est 55 scientifiques qui ont étudié 2500 ans d'histoire chez les grands philosophes, les grands chercheurs. Et puis, avec cette idée que chacun est unique et puis a un bouquet de forces particuliers. C'est-à-dire que cette unicité, elle va se manifester avec un bouquet de forces particulier. Donc ils ont défini, là vous avez reçu une petite carte quand vous êtes arrivé, et sur cette petite carte, vous avez 24 forces. Donc ces 24 forces, ça donne une vue d'ensemble des qualités humaines. Et donc là, l'idée, c'est de découvrir dans ces 24, ou d'aider les enfants à découvrir quelles sont leurs forces. Il y a des études qui sont faites chez les adultes, et 2 adultes sur 3 ne sont pas conscients de leurs forces. Je ne sais pas si c'est comment c'est pour vous, mais c'est vraiment dommage. Et donc là, on fera un autre petit exercice, ça vous dit. C'est de nouveau avec votre voisin, voisine, de regarder sur cette carte et puis juste choisir quelques-unes de ces qualités et puis de vous dire, celle-là, moi je l'ai et puis je l'utilise quand je fais ci, quand je fais ça. Donc l'idée, c'est de vous aider à découvrir quelles sont vos forces intrinsèques. Ça vous convient comme petit exercice ? Et puis, vous pouvez aussi le partager en ligne, si vous le voulez, avec une question. Super. Si vous voulez, vous pouvez remercier la personne avec qui vous avez partagé. J'aurais bien aimé faire un atelier d'une après-midi entière avec vous, puis on aurait pu faire plein d'exercices, mais on a un temps limité. Mais c'est un peu vos super pouvoirs. Vous êtes né avec, donc on voit que ces forces de caractère, elles sont intrinsèques, donc on est né avec d'une certaine manière. Et donc c'est essentiel que les enfants et que les adolescents aient conscience de ces forces. Il y a un grand problème de confiance en soi chez les adolescents, mais ce n'est pas possible d'avoir un manque de confiance en soi si on met en place tout ce dont on vient parler, et par exemple les forces de caractère. C'est-à-dire que si je sais quelles sont mes forces, je vais pouvoir les utiliser non seulement pour m'épanouir, mais aussi pour gérer mes difficultés. Donc moi, je fais des posters avec les élèves, ils le mettent dans leur chambre, et puis quand ils ont un problème, ils peuvent se dire, j'ai cette force, comment est-ce que je peux gérer mon problème ? J'ai cette force, comment je peux gérer des problèmes ? Et puis ils développent des stratégies, et puis comme ça, ils savent que c'est des stratégies qui sont personnalisées. Vous voyez, si on vient avec nos stratégies à nous, comme on n'a pas le même bouquet de force, ça ne va pas nécessairement marcher pour les enfants. Si nous, on a l'intelligence sociale, puis que ça nous aide de partager avec quelqu'un, puis on lui dit, va partager, mais que cet enfant, c'est une autre qualité qu'il a ou une autre force, il aura besoin d'autres stratégies. Donc l'idée, c'est qu'on les accompagne en utilisant leur propre stratégie. Après, j'ai demandé à mon frère qui a fait le PFL en physique pour savoir quelles sont les chances qu'on trouve 2 êtres humains qui ont les mêmes forces, voyez, le même bouquet de forces sur les 24, ça donne ce chiffre-là, en fait. Donc, nous sommes tous uniques, et donc vous êtes une pièce unique, en fait. Et dans ce rapport à l'unicité, je pense qu'il y a aussi un élément qui est important de prendre conscience, en fait, c'est que l'être humain, c'est peut-être à notre connaissance, c'est la chose la plus complexe qui existe dans l'univers. Et puis en fait, on est le résultat de 13 milliards d'années d'évolution. Et puis ça nous est donné à la naissance. Quelque chose d'absolument extraordinaire, et donc profitons-en, en fait. C'est vraiment ce que l'on souhaite faire, et profitons-en dans tout son potentiel.
Et on le voit de nouveau, il y a des études, on voit que on a conscience de nos forces, plus on est capable d'être épanoui au travail, dans nos activités, dans nos études. Donc vous pouvez vraiment utiliser ces forces. Si vous avez le sens esthétique, puis qu'on fait de l'allemand, on va demander à l'élève, faites des belles lettres en fait. Puis en fait, il est en train de faire des belles lettres, puis en même temps, il fait de l'allemand. Donc il utilise son sens esthétique. S'il a l'esprit d'équipe, on va le mettre en équipe. Comme ça, il est content d'être avec les copains, puis il apprend l'allemand. Donc chaque fois, on va pouvoir développer des apprentissages en lien avec ses forces personnelles. Un moyen de découvrir les forces, c'est pour repérer les forces, chez les autres, c'est de voir quand ils ont plein d'énergie et d'enthousiasme. Ça veut dire qu'il y a une ou plusieurs de leurs forces qui sont activées. Donc si jamais vous voulez découvrir les forces de vos amis, de vos enfants, de vos collègues, eh bien, quand ils ont plein d'énergie et d'enthousiasme, c'est qu'ils sont en train d'utiliser. Vous regardez la carte, c'est un cadeau, vous pouvez repartir avec, et comme ça, vous pouvez vous dire, toi, tu as de l'enthousiasme, et puis faire un compliment d'effort. Parce que là, il y a cette étude sur laquelle je suis tombé qui est super intéressante. Ils ont pris 3 groupes d'élèves avec 2 tests. Dans le premier test, dans le premier groupe, ils ont fait un test, après ils leur ont rien dit, ils ont fait un deuxième test, et puis on voit, ça évolue pas beaucoup les résultats. À un autre groupe d'élèves, ils ont fait des compliments d'effort. C'est-à-dire qu'on leur a dit, la manière dont tu as étudié, tu as fait preuve de persévérance, tu as pris du temps. Donc on a mis en avant les efforts que les élèves avaient faits. Et puis on voit qu'au test numéro 2, ils ont amélioré significativement le résultat. Et à d'autres, on leur a fait des compliments d'identité, c'est-à-dire tu es intelligent, tu es incroyable. Vous voyez ce que ça donne? Au deuxième test, une catastrophe. Si je suis incroyable, pourquoi étudier? Vous voyez? Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il faut qu'on fasse des compliments parce qu'on voit que ça a un impact positif, mais il ne faut pas qu'on fasse des compliments d'identité. Quand je travaillais dans une école, j'expliquais ceci, et une enseignante est venue, elle m'a dit, mais mon fils, il a 35 ans, il n'a aucune confiance en soi, j'ai passé ma vie à lui dire qu'il était fabuleux. Et je comprends pourquoi. En fait, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Donc, au dos de la carte, j'ai développé cette idée de faire des FAB, c'est-à-dire FAB de force, action, bienfait, c'est-à-dire de repérer la force qui est activée. Par exemple, il a fait preuve de persévérance, l'action, donc parce qu'il a continué à étudier d'un certain temps, et puis le bénéfice, du coup, c'est qu'il a appris les choses, par exemple. Donc, et là, on est dans un compliment d'effort. Donc, si vous ne savez pas comment faire un compliment d'effort, c'est vraiment un moyen qui est très, très efficace. Et puis après, on peut lui dire « tu es fabuleux », qui là est un compliment d'identité. Donc, si on disait que tu es fabuleux, il n'y a personne qui vous croirait, puis celui qui vous croit, c'est un petit peu dangereux. Là aussi, les études, elles montrent que quand on fait des compliments d'identité, par exemple, ils ont tendance à mentir beaucoup plus facilement. Même s'ils ont 5, s'ils ont des compliments quand ils ont 6, ils vont dire « non, j'ai eu 6 ». Et donc, c'est assez incroyable. Et c'est une petite subtilité dans la manière dont on fait le compliment. Donc, ça, c'est FAB. Et donc, là aussi, avec les forces de caractère, il y a plein d'études sur l'impact positif que cela a d'amener ça dans les écoles. Donc, là aussi, je forme les enseignants et puis j'ai écrit un ouvrage qui est en lien avec ces forces de caractère. Après, dans ce mental subtil, parce que des fois on a cette question, est-ce qu'il faut dire aux enfants que le monde il est en train de s'écrouler puis que tout tombe, ou est-ce qu'il faut leur les laisser croire que vous voyez, il y a cet émerveillement qui est naturel chez les enfants? Eh bien, il faut garder cet émerveillement vivant parce que c'est une flamme qui brille à l'intérieur et puis c'est extrêmement précieux. Ça ne sert à rien de l'étouffer, ça ne l'aide pas. Mais en même temps, on peut l'habituer à voir la réalité telle qu'elle est. Sans nécessairement regarder le téléjournal, mais en regardant la réalité du monde autour, de la classe, des enfants, de ce qui se passe. Et on peut tout à fait avoir les deux simultanément. Après, le pouvoir de la beauté aussi, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que dans ce mouvement d'élévation, parce que des fois on a l'impression qu'on est dans une société qui est que économique, utilitariste, où c'est que l'argent qui compte, alors que ce qui nous distingue, c'est cette capacité de sublimation que l'on a. Et la tendance, ce sera de couper, comme on coupe dans le sport, parce qu'il faut faire plus d'académique, on va couper dans l'art. Mais voilà, là, ils ont fait l'inverse dans une université, dans des universités aux États-Unis. Et puis, ce que l'on voit, c'est que si on met plus d'art, eh ben, en fait,
il y a plus de plaisir d'aller à l'école, les enfants sont plus impliqués, les étudiants sont plus impliqués, ils ont tendance à être plus dans le pro-social, et puis ils ont une meilleure obtention de diplôme. Donc quelque part, on coupe dans l'académique, et puis en fait, ça a un bénéfice sur l'académique. Donc je pense que c'est des choses qui sont essentielles, que vraiment on intègre pour que ça fasse partie de notre vie tous les jours dans l'école, que ce soit à tous les âges en fait. J'arrive au bout de cette présentation. La bonne nouvelle, c'est qu'on se dirige vers une éducation intégrale. Et on le voit avec le plan d'études roman qui a été redessiné il y a quelques années, où on voit qu'on a intégré la confiance en soi, la conscience de soi. Et puis il y a beaucoup d'écoles alternatives. Moi, je voyage beaucoup dans les écoles, j'en conseille certaines. Certaines sont en Suisse, Mandala c'est à Sierre, les Collines c'est à Lausanne, il y en a une à La Chaux-de-Fonds. L'école de l'humanité, j'ai découvert ça cette année par hasard, c'est à Sliberg, c'est une des écoles les plus incroyables que j'ai jamais vues, c'est au-dessus de Meiringen en Suisse allemande, si jamais allez voir. C'est passionnant, donc on se dirige gentiment vers une éducation intégrale. Après, je pense que c'est aussi... On a tous conscience qu'on est dans un moment de crise et qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit trouver des solutions. Et je pense que c'est important de trier nos déchets, de mettre des panneaux solaires, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait une transformation profonde et l'éducation est essentielle pour cela. Et on sait comment faire, on a des choses qui sont validées scientifiquement, on peut les mettre en place. Et quand on les met en place, ça a vraiment un impact. Après, il y a aucune école qui a mis en place tous les éléments d'une éducation intégrale. Ça n'existe pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit continuer à créer et puis qui est évolutif. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que plus on offrira ces choses aux enfants, plus on aura des enfants ou des jeunes qui vont devenir exceptionnels. Ça, c'est des jeunes que j'ai accompagnés qui avaient 7 ans à l'époque, qui ont 25 ans maintenant. Du coup, je les vois maintenant et ils sont différents. C'est-à-dire quand on offre une éducation intégrale, on a des jeunes qui sont des leaders, des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, qui sont plus eux-mêmes, plus intensément eux-mêmes et qui sont plus aussi solidaires du monde autour. Et donc ça, c'est vraiment des choses que l'on voit, qui sont pratiques et concrètes. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Je voulais finir par une petite expérience associée à la beauté, puisque j'ai pas mal parlé. Est-ce que ça vous convient si on fait 3-4 minutes de silence, mais on va écouter une musique, puis on se laisse un petit peu bercer la musique, parce que là on a eu plein d'informations dans la tête. Donc l'idée c'est juste de vous installer confortablement, fermer les yeux ou bien pas, et puis juste de vous laisser... vide, de ne pas penser, de ne pas réfléchir, puis juste laisser, comme on imagine un lac de montagne qui est tout paisible, et puis on le laisse juste les notes tomber comme des notes de lumière sur ce lac de montagne. Ça vous convient? 3-4 minutes? Merci. Merci Fabrice. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ceci. Ce que je vous propose, c'est de s'asseoir. Merci. Pour la partie questions-réponses. Et pour cette deuxième partie, je vais accueillir sur scène aussi notre deuxième intervenante de la soirée. Elle est enseignante en mindfulness, psychologie positive et neurosciences basées sur les recherches scientifiques et l'expérimentation des pratiques issues de la pleine conscience et de la bienveillance. Auteure également de 2 livres, La psychologie positive pour apprendre à se relier à soi et Psychopositive, mode d'emploi. Bienvenue et merci pour votre présence, Madame Monique Borcar-Sacco. Bonsoir. Merci. Alors, Madame Monique, on va commencer peut-être par vous. Peut-être nous donner quelques mots, partager en tout cas avec le public quelques mots sur ce que vous faites et le parcours qui vous a amené à ce que vous faites aujourd'hui. Alors en fait, c'est vrai que donc, je suis à la base psychologue. En fait, j'ai une double profession et puis j'avais en fait une première profession qui est dans l'administration et ensuite je me suis formée en psychologie et je me suis formée en sophrologie et puis ensuite j'ai découvert en 2003 la psychologie positive et j'ai lu les principaux ouvrages de référence pour les transmettre au public parce que bien que venant de la recherche scientifique où j'ai travaillé pendant 4 ans, j'avais aussi à cœur que tout un chacun puisse s'approprier, entre autres aussi des outils que Fabrice a présentés, pour lesquels je remercie beaucoup. Merci.
et d'amener en fait ces résultats de la recherche pour que tout un chacun puisse les vivre, les incarner, les expérimenter au quotidien. Et donc, je me suis documentée pour moi-même et pour mes participants en gestion du stress. Après quoi, ce support de cours de mes participants est devenu un livre. Et quand il est sorti en 2011, j'avais tellement exploré la psychologie positive, mais j'ai constaté que la pleine conscience revenait de manière régulière, tout le temps. Alors je me suis dit, bon, ok, je ne connais pas la pleine conscience, mais si tout le monde le dit et les scientifiques le disent, il faut aller explorer quand même. Et j'ai fait le programme qu'enseigne Fabrice de réduction du stress de pleine conscience, toute seule avec le livre de Jon Kabat-Zinn, puis ensuite 2 fois avec le psychologue Pierre Gala. Et puis j'ai découvert toute la profondeur en fait qu'il y a dans la pleine conscience. Et plus récemment, je me suis formée à enseigner le programme d'autocompassion en pleine conscience qui vraiment nous donne une force intérieure, une sécurité intérieure, sécurité émotionnelle qui nous permet de traverser les tempêtes qui sont présentes en 2024 et qui vont probablement continuer ensuite. Donc voilà, je trouve précieux de connecter. Merci pour cette introduction. Beaucoup d'expérience, on va dire, sur scène ce soir. Alors évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions. On a déjà reçu des questions. Pour ceux qui ne... Voilà, c'est très simple. Il suffit de rescanner ce QR code que vous voyez à l'écran. Vous pouvez poser toutes vos questions ou partager aussi une expérience ou quelque chose aussi qui fera réagir nos 2 intervenants. Et ce que je vais faire, c'est qu'on a déjà reçu des questions très concrètes. Alors, je vais déjà vous aller avec la première question. La première question est comment apprendre à un enfant de 2 ans de respirer ou l'accompagner en cas de crise? Déjà, il faut soi-même ne pas rentrer en crise. En tant qu'adulte, notre système est beaucoup plus puissant que celui d'enfant. Et si nous, on a un système parasympathique qui est fortement activé, typiquement, on le voit très bien quand une mère reprend son enfant qui pleure, le fait de le prendre avec amour dans les bras, des fois, ça suffit pour calmer. Donc, cette capacité que l'on peut développer d'être en paix, c'est quelque chose, surtout quand c'est notre enfant, qu'on peut transmettre facilement. Donc ça, c'est définitivement un moyen que l'on peut utiliser. Donc, de nouveau, on tourne la table, c'est travailler sur soi et rester zen dans toutes les circonstances. Bonne chance. Donc lui dire voilà, ne pas dire respire ou arrête de crier, c'est pas le... Non, à 2 ans, c'est trop jeune pour lui enseigner quelque chose, je pense. Donc l'enfant fonctionne beaucoup par mimétisme dans ce que vous racontez là. Oui, il va imiter, puis il va même plus qu'imiter, il va prendre le système de l'adulte en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'adultes qui sont complètement déréglés, avec un stress qui est immense. Et si vous arrivez complètement déréglé avec un enfant qui est très sensible, ça va se transmettre en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... je me rappelle une petite fille de 7 ans qui venait prendre des cours. Et puis sa maman, je l'ai vue une semaine après, elle m'a dit, en fait, il a été voir son papa, et puis il lui a dit, mais papa, c'est toi qui dois faire les cours. À 7 ans, elle avait conscience que c'était son père qui en avait besoin. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être dire aussi, c'est vrai qu'on dirait un peu aujourd'hui, c'est difficile de se passer, de sortir du pilote automatique. Quand on est en pilote automatique, on va amplifier ce stress. Parce que dans notre système, on a 3 systèmes de régulation émotionnelle, mais le plus fort, c'est celui de la détection des menaces. Et en fait, celui-là, il est totalement suractivé actuellement. C'est pour ça que la maman qui va consoler son petit de 2 ans, si elle-même laisse la place à son système de détection des menaces, elle est moins apte à faire utiliser cette proposition, d'abord se calmer soi-même. Moi, je suis maman. Je sais que quand j'amenais ma fille à la garderie, après les vacances d'été, elle faisait des crises. Et en fait, après, quand même perspicace, j'ai travaillé sur moi avant de l'amener le jour suivant et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, vraiment, notre état intérieur se reflète autour de nous. Donc, ça vaut la peine de faire cet effort. Finalement, il y a des éléments qu'on peut contrôler, d'autres qu'on ne peut pas. Et puis, on peut travailler sur ce qui est dans notre contrôle et ce qui n'est pas celui des autres. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Mais continuez, c'est des questions très pratiques. Alors, j'ai déjà posé la deuxième, peut-être. Comment voyez-vous l'avenir de l'éducation intégrale dans le contexte des transformations sociales et aussi, d'autres fois cette question aussi là, principalement aussi par rapport aux technologies et la numérisation de beaucoup de nos, des nouvelles technologies, l'utilisation de l'ordinateur. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde cette vision globale. C'est ce que l'on a tendance à perdre. On se jette
un peu inconsciemment dans des choses nouvelles comme un petit enfant. Et je pense on peut plus se permettre collectivement d'agir de la sorte. On doit faire preuve d'un peu de sagesse. On n'a pas le choix. Et si on fait preuve un peu de sagesse, chacun d'entre nous, on sait que, enfin c'est logique, on va pouvoir utiliser un petit peu les écrans, puis que trop, c'est mal ça. Et donc, c'est vraiment il faut qu'on revienne à utiliser la sagesse qu'on a potentiellement, puis qu'on ose l'affirmer, qu'on ose la mettre en place. Et si on met toutes ces choses comme on l'a mis en place, c'est-à-dire qu'on fait de l'activité physique, qu'on fait toutes ces choses différentes, de l'art, une vie sociale, on a beaucoup moins de problèmes avec les écrans. Mais, ouais. Et puis, en tant que psychologue, j'aimerais juste ajouter aussi, parce que c'est vrai, avec cette sollicitation des médias, effectivement, c'est tout à fait comme dit Fabrice, c'est pas noir ou blanc. Mais Fabrice a dit quelque chose d'absolument génial sur le plan psychologique, qui est validé scientifiquement, c'est de redonner à l'enfant son pouvoir sur lui-même, qui devienne son guide pour sentir ce qui lui convient. Et ça va être autant qu'en étant parent, enseignant, enfin, toutes les personnes de référence, si elles peuvent renvoyer l'enfant ou le jeune ou l'adolescent à son propre pouvoir, à ce qui l'anime, à ce qui le fait vibrer, ça c'est quelque chose dont l'enfant ne peut pas se passer. C'est comme si la boussole qui était dans les générations passées, chez peut-être les parents, maintenant, vraiment, la sagesse, elle va venir de ce qui est à l'intérieur du cœur de chaque enfant. Et c'est important qu'ils s'y connectent. Et en les invitant aussi à distinguer entre les caprices et un besoin qui est plus essentiel. Et les enfants, ils comprennent bien la différence. Ils ont ce mental subtil dont je parle, donc ils voient la différence. C'est juste qu'ils jouent avec. Mais donc, c'est clair qu'on ne va pas laisser tout faire non plus. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a vraiment des règles très strictes. Moi, je pense qu'on est responsable de ce qui se passe par rapport... on parlait de surpoids, d'obésité, d'écran. Un enfant ne peut pas s'autoréguler. Il n'arrive pas à s'autoréguler. Donc c'est à nous, l'adulte, de lui dire, là c'est l'heure d'aller se coucher, là tu n'as pas le droit d'utiliser d'écran, et on doit être très très strict. Et en même temps, avoir ce retour où on pose des questions. Donc c'est les deux de nouveau qui vont ensemble, en fait, qui vont de pair. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a un livre qui vient de sortir de Zindel Zegal et Norman Farb en janvier cette année en anglais, et qui propose d'utiliser les 5 sens, la vue, l'ouïe, on vient d'écouter cette magnifique musique, tous nos 5 sens pour 2 avantages. Un, c'est calmer justement ce cerveau reptilien de détection des menaces, parce que je reviens aux sensations. Et puis 2, pour ouvrir la créativité, pour créer des solutions, pour voir large, cette vision large que propose Fabrice, justement. Donc ce n'est pas une banalité, les 5 sens, c'est vrai. Alors, il y a une autre question qui a été posée, Fabrice, vous en avez parlé pendant votre présentation. Alors ici, la personne parle de savoir ce qu'on fait des défauts et des émotions plus douloureuses, de frustration, d'agressivité, de rivalité. Alors peut-être la question peut être vue un peu plus large. On a parlé de problèmes. C'est vrai que la vie, elle est pas, on l'a dit plusieurs fois, elle est pas binaire, elle est multifactorielle. Elle est faite de plein de belles choses et de choses plus difficiles à vivre. Qu'est-ce que vous, dans vos activités respectives, qu'est-ce que vous faites de ces émotions et de ces difficultés ou de ces problèmes, ou comment est-ce qu'on se prépare aussi aux difficultés de la vie, sans les ignorer? On peut suivre Jeremy Reitz dans l'ascension de l'Obergabellhorn. C'est-à-dire, si on a mis en place toutes ces choses depuis tout petit, on est beaucoup plus équipé. Et je pense que maintenant, on a tellement de connaissances dans notre humanité, on peut résoudre tous les problèmes. On a des solutions pour tous les problèmes. Moi, je travaille aussi à Sion dans un cabinet où il y a des psychothérapeutes. Il y a des méthodes maintenant où on peut vraiment libérer des choses qu'on a eues dans la petite enfance. Donc, il y a vraiment des outils pour chaque chose. Donc, on peut aller chercher des outils à l'extérieur, on peut développer nos compétences, on peut utiliser nos forces pour chercher des solutions. Donc, il y a vraiment beaucoup qui nous est donné. Et ça, c'est l'avantage justement des écrans ou d'Internet, c'est qu'on peut avoir toutes ces informations et les utiliser. Et il y a vraiment des solutions à tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ce n'est pas la même chose. Mais si on se dit... on parlait avant des télomères, c'est assez intéressant parce que Elizabeth Blackburn, qui a découvert les télomères, elle a aussi découvert qu'une chose qui peut changer la rapidité de notre vieillissement, c'est notre état d'esprit.
Si on se sent menacé par les choses, ça va générer du stress et ça va faire que notre système va s'épuiser plus facilement et du coup, on va, entre guillemets, vieillir plus rapidement. Si on arrive à tourner la situation puis se dire, bah voilà, ça c'est un défi que la vie elle me donne et puis je vais chercher des ressources, je vais travailler dessus, je vais avancer, eh bien on voit que ça a un impact jusque sur les télomères où ceux-ci se rapetissent pas aussi rapidement. Donc, juste l'état d'esprit, par exemple, d'avoir un état d'esprit un peu conquérant, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire que tout est facile et après... Ouais. Justement, c'est pas facile, là, vous le relevez encore une fois. C'est vrai que pendant la présentation, il y a des moments, et je vois aussi avec les questions qui arrivent du public, où les choses paraissent faciles, il suffit un petit peu dans certaines choses, mais c'est quand même, on a prévu l'exemple avec le chiffre pi, il y a quand même un travail de tous les jours qui doit être fait, et c'est pas si facile. Mais je ne sais pas si je peux juste rebondir là-dessus pour compléter, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup le programme de réduction du stress par la pleine conscience, on ne connaît pas beaucoup le programme en fait, d'autocompassion en pleine conscience. Si vous êtes intéressé, je vous invite à lire les livres de référence de professeur Christine Neff qui s'appelle S'aimer, arrêter de s'autoflageller, et puis de Christopher Germer, chez Odile Jacob, justement, pour arrêter de se faire du mal avec les pensées et les émotions difficiles, pas négatives, mais difficiles. Et la piste que j'aimerais vous donner pour la suite, la prochaine fois que vous avez un stress ou une émotion difficile, une contrariété, je vous invite à activer 3 composantes. Une, c'est d'observer ce qui se passe dans le corps, ce dont Fabrice nous a invité, les signaux corporels. Et deuxièmement, la grande ressource, c'est l'humanité partagée, parce que le thème des journées de santé, c'est le lien. Mais nous, dès qu'on souffre, on s'isole. Donc dès que je pense, et c'est vrai, quelle que soit la souffrance que nous vivons à l'instant, nous sommes des milliards sur cette planète à la partager, rien que le fait de se connecter, ça va apaiser. Et puis après, peut-être poser les mains sur le corps là où ça fait du bien, ou imaginer un ami qui est à côté de vous et qui est en train de vous dire les mots que vous avez besoin d'entendre, et vous allez voir que ces mots arrivent. Et ces mots qui résonnent intérieurement, ils vont vraiment apaiser. Et là, vous avez traversé instantanément une tristesse, une colère, une anxiété, une même... Oui, c'est vrai. Et ça, on peut le faire instantanément, en quelques minutes, rapidement. Merci. On a une question assez directe et facile, j'imagine, à répondre. Est-ce que vous conseillez à un enfant de faire 2 choses à la fois, par exemple dessiner, écouter une histoire, ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur une seule activité ? Bien, comme je le disais au départ, ça dépendra de la situation de l'enfant. Est-ce que c'est le moment qu'on intervienne ou bien pas ? Donc, il nous faudra un livre de 200 millions de pages dans chaque situation. Chaque situation est unique et c'est là où l'intuition est intéressante. C'est que sinon on développe cette capacité d'être dans l'intuition, eh bien on va sentir, est-ce que c'est le moment que j'intervienne, est-ce que c'est le moment que je l'encourage à se concentrer sur le dessin, ou c'est plutôt son monde intérieur qui est activé, et puis peu importe qu'il y ait de la musique ou pas, en fait. Et ça, on ne peut pas le décider de l'extérieur comme ça, en fait. Donc, il faut qu'on apprenne à se faire confiance et puis que l'on suive ce mouvement. Et puis aussi, par rapport à la réponse d'avant, c'est sûr qu'il faut faire on n'a pas le choix, on est obligé de faire des efforts. Il y a aussi une notion d'effort, on ne peut pas y échapper. Par contre, ce que l'on peut apprendre, c'est à aimer, aimer faire des efforts. Mais autrement, on ne peut pas échapper. Alors bien sûr, cette bienveillance, elle est essentielle, on est d'accord. Mais, qui est le lien aussi qu'on peut faire avec le sport et l'activité physique, ou le sportif de haut niveau qui finalement s'entraîne chaque jour, souffre beaucoup, mais par apprentissage de lui-même, et qui aime ça aussi. Ouais. Vous vouliez réagir ? Sinon, j'ai une autre question. Sur la question des 2 activités à la fois, je pense que Fabrice nous a donné déjà une réponse. On le comprend aussi, je vois qu'il y a beaucoup de questions, et c'est peut-être intéressant, j'imagine aussi en tant que parent. On aimerait aussi la recette miracle. Il y a beaucoup de questions très concrètes, et finalement, la réponse pour l'instant est souvent ça dépend, et c'est une question aussi de se faire confiance dans ses réactions, de se concentrer sur soi-même, et puis c'est aussi intéressant de l'entendre. Une des autres questions, mais qui est aussi très directe, que j'ai perdue tout d'un coup, mais voilà, navré. Bon, voilà, par rapport à l'intuition, comment avoir davantage accès à son intuition ? La suite de la question, avez-vous des outils ? Oui, alors c'est des choses aussi que je présente si jamais dans mon livre Grandir en s'épanouissant, mais en Inde, on a une tradition millénaire
Vous voyez, en Occident, c'est William James qui est un peu le père de la psychologie, c'est 20e, début du 20e. Et en fait, là-bas, ils étudient depuis des millénaires. Et, par exemple, une chose qu'on peut apprendre, c'est à devenir silencieux, un peu comme on l'a fait avec la musique. Donc, je deviens silencieux, et puis je deviens réceptif. Donc, je pose ma question, et puis après, je reste silencieux et réceptif à la réponse. Et puis j'apprends à distinguer les types de pensées qui vont venir. Et il y aura des pensées plus basiques et puis des pensées plus élevées, en fait. Beaucoup d'intuitions, d'ailleurs, que j'écris, quand j'ai étudié un petit peu le cas, c'est des fois des gens qui vont étudier un sujet pendant des jours, des mois, des années carrément, et puis tout à coup ils lâchent complètement prise, ils vont faire un tour dans la campagne, ou bien ils vont dormir, et dans leurs rêves, ou alors en se promenant, tout à coup, ça leur tombe dessus, leur réponse, en fait. Et donc là, c'est un moyen d'atteindre l'intuition, c'est que quelque part, on travaille, on s'élève dans des pensées de plus en plus abstraites et subtiles, et puis à un moment donné, on lâche prise, mais tout en gardant ouvert la réponse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit entraîner, et puis après, quand on le fait, on voit qu'il y a des fausses et des bonnes intuitions. Et là aussi, on doit apprendre à discerner qu'est-ce qui est juste de qu'est-ce qui est faux. Et donc, c'est des choses qu'on peut entraîner, mais qui demandent aussi de faire des pratiques et de s'arrêter et d'être à l'écoute, en fait. Et puis, juste en tant que psychologue, c'est vrai, comme on a le conscient, le subconscient, l'inconscient, c'est vrai, on pensait que le subconscient pouvait nous induire en erreur, mais c'est vrai, quand on rentre, même par exemple dans une méditation, les pensées s'agitent et tout à coup, quand on atteint cette calme intérieur, effectivement, après, les réponses arrivent qu'on n'aurait jamais pu atteindre que si on était resté juste dans la purement intellectuel. Donc ça vaut la peine, justement, exactement comme dit Fabrice, d'aller à l'intérieur, d'observer. On va petit à petit distinguer qu'est-ce qui va être utile ou pas. Et puis juste pour l'anecdote, si ça vous intéresse, mais c'est en anglais, je suis désolée, il y a le livre de Christian Busch, qui est un professeur de management, qui a écrit The Serendipity Mindset, parce qu'il dit que justement la plupart des grandes inventions humaines ont été créées non pas par un 1 + 1 = 2, mais par un mélange de raisonnement et d'intuition, et de se laisser porter, de saisir les opportunités, mais même quand les choses ne tournent pas comme on aimerait vraiment. Et il a un petit processus qu'on peut suivre pour s'entraîner à le faire, donc si jamais, vous pouvez y aller sans problème. Merci beaucoup. Il ne reste malheureusement plus beaucoup de temps. On va essayer de passer les questions et aussi d'y répondre relativement rapidement. Et j'avais gardé aussi un thème, parce qu'on a, pour la fin, on a beaucoup parlé de comment ça pourrait être, de ce qu'il faudrait faire, de comment on peut se recentrer sur soi-même, etc. Maintenant, on a un système qui est celui qu'il est. Comment le changer aussi, c'est la question. Et beaucoup de questions se révèlent là aussi sur le lien avec l'école telle qu'elle est aujourd'hui, le lien public. Alors des gens se demandent, est-ce que l'éducation intégrale dans le système public actuel, est-ce une utopie? Question, le système actuel éducatif doit être revu rapidement, c'est une affirmation. Y a-t-il des propositions concrètes qui ont été faites au DIP, par exemple, donc le département de l'instruction publique? Quelqu'un se demande comment est-ce qu'on peut expliquer que le système scolaire public ne soit toujours pas adapté, malgré l'avancée et les connaissances que l'on a d'expérience. Comment est-ce que vous réagissez à tous ces commentaires? En tout cas, si on revient à cette idée de base que chacun d'entre nous, on a des qualités particulières, puis qu'on peut faire quelque chose, quelque part on a tous notre mission, puis l'idée ce serait qu'on la réussisse, qu'on la manifeste au mieux possible. Puis si chacun de nous, on fait au mieux possible dans notre champ, là où nos compétences sont demandées, et si chacun d'entre nous, on fait ça, on va vraiment amener du changement. Après, personnellement, j'interviens dans beaucoup d'écoles publiques. Donc au début, je travaillais beaucoup avec les écoles alternatives, mais maintenant, je travaille beaucoup dans les écoles publiques. Par exemple, le projet Gratitude, c'est 3000 enfants qui ont été touchés en quelques années. Donc c'est des choses qu'on voit qui sont en train de venir. Après, est-ce que ça vient assez rapidement? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas plus vite? Après, c'est des mystères je pense qu'il ne faut pas regarder ce qu'on ne peut pas faire, il faut regarder ce que l'on peut faire, en fait. Et puis, d'essayer de le faire au mieux, de s'associer, d'utiliser notre intuition, notre persuasion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la science derrière nous. Donc, on sait que c'est juste, on sait qu'il faut faire ces choses. Mais après, moi aussi, j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. On a tous un rôle à jouer là-dedans, au final. Absolument. C'est ça. Monique, vous voulez réagir aussi? Juste pour dire que moi, j'ai la chance, en fait, d'être
directrice de travail personnel pour le CAS en psychologie positive. Donc, j'accompagne des logopédistes, des enseignantes, des psychologues scolaires pour faire des interventions dans leur classe. Et j'assiste à des changements magnifiques où je vois la société, oui, l'éducation du futur sous mes yeux, un peu comme Fabrice l'a décrite, qui commence à... Alors, ça dépend évidemment de la validation des directeurs d'établissement, mais oui, il y a des choses absolument super qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Puis, pour moi, un élément essentiel, c'est la liberté. On doit faire confiance aux enseignants. On forme les enseignants, faisons leur confiance. On forme des directeurs, faisons leur confiance, donnons-leur plus de liberté. Si tout est imposé d'en haut, comment on doit faire, quelle classe, qu'est-ce qu'on doit dire, parce que maintenant il y a des programmes qu'on crée où on leur dit, vous devez dire ça à ce moment-là et ça à ce moment-là, et là on coupe toute créativité, toute vie. Donc il faut qu'on fasse confiance à notre... Enfin, c'est l'État qui forme ces enseignants. Laissons-leur un petit peu de liberté pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont appris en fait. Autrement, ça ne va pas marcher. Autrement, on robotise notre système. Et ça, c'est la catastrophe assurée. Bon, un discours rempli d'espoir malgré tout. Mais voilà, on a beaucoup de parents qui sont venus ce soir ici, qui ont des enfants de tout âge, qui sont à l'école. Comment aussi faire en tant que parents réagir face à ça? Parce que je pense beaucoup de parents, et je l'entends beaucoup aussi, voient ce qui se passe, voient les difficultés, mais ont l'impression d'avoir aucun contrôle, évidemment, sur l'école. Comment en tant que parents, comment est-ce qu'on peut agir avec nos enfants pour leur expliquer voilà, ces décalages peut-être entre la façon que les choses se passent à la maison et à l'école. Je pense que les enfants, ils comprennent un peu. Ils arrivent bien à rentrer qu'il y a deux systèmes et puis qu'il y a des lois et des règles différentes dans ces deux systèmes. Est-ce que ça peut être une force au final aussi, que l'école soit aussi différente pour, voilà, on peut expérimenter des choses aussi? Je ne pense pas que ce soit une aide que ce soit plus fermé puis qu'on ne laisse pas les enfants s'épanouir complètement. Je ne pense pas, puisque, comme je disais, les écoles qui vont dans cette direction, donc on peut s'inspirer des écoles. C'est souvent les écoles alternatives qui vont aller plus loin parce qu'elles sont plus libres. Par exemple, je citais l'école de l'humanité que j'ai découvert dernièrement. Il y a des endroits vraiment de pointe. On peut aller s'en inspirer et puis après petit amener dans le public. Et puis, je trouve que c'est en train de changer maintenant. C'est en train de changer. Et puis peut-être moi qui suis aussi une maman, même si mes filles ont 20 et 24, mais je n'ai pas pu m'empêcher évidemment de partager avec elles, mais moi j'encourage tous les parents intéressés. Il y a 1000 options, il y a plein de programmes justement de pleine conscience pour les enfants. Il y a le programme PIS aussi pour les enseignants de Candice Marot. Et j'ai enseigné aussi à une classe un petit groupe d'enfants qui avaient des troubles de déficit de l'attention. Et vraiment, c'est un incroyable cadeau qui se diffuse dans la famille parce que les enfants ne sont pas isolés. Donc, comme disait Fabrice, en fait, ils partagent avec les parents leurs outils anti-stress. Et en fait, voilà, le bien-être se transmet dans toute la famille. Donc, ça fait une grande différence, en fait, c'est vrai. Et aussi sur le long terme. Merci beaucoup. On a survolé pas mal de questions. Je ne sais pas si vous auriez envie, il est passé 8 heures, un dernier mot que vous aimeriez partager ou quelque chose qui... Alors je vous prends un peu à chaud, on n'en a pas discuté avant, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. En tout cas, ouais, peut-être, je pense qu'on a tous un rêve quelque part. Et peut-être pas nécessairement dans notre vie, on nous a dit « crois ce rêve » en fait. Puis si je devrais dire quelque chose, c'est il faut qu'on se dirige vers ce rêve en fait. Ça va pas être facile, mais on va tellement apprendre de choses. Et puis lorsqu'on ose nos rêves, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de secret dans l'univers qui l'entend et puis qui nous aide. Donc osons aller là où on sait que c'est juste pour nous, avec un mental subtil, comme on l'a dit. Et puis voilà, je vous encourage à faire ça et moi-même j'essaye de faire ça. Et en tout cas, ouais. Je pense qu'on peut faire beaucoup si on ose. Et je pense que c'est l'heure de rêver. On peut plus se permettre d'être endormi. Un rêve éveillé, quelque part. On doit le réaliser dans notre rêve. Parce que ça sonne de toutes parts, en fait, quelque part, qu'on est dans cette crise. Et donc, on peut et on doit même oser. Ouais. Ça, Non, moi, je voudrais tout à fait dire merci à Fabrice pour ça, parce que notre cerveau ne fait aucune différence entre
soit on vit un bon moment du passé, soit un rêve qu'on vit de manière tangible et la réalité. Donc on nourrit notre système nerveux quand on fait ce rêve de ce vers quoi on a envie de tendre, quoi. Et puis j'aimerais vous rapporter aussi le petit scoop de la conférence européenne de psychologie positive à Innsbruck en juillet passé, parce qu'il y a une 25e force qui vient de sortir. Et puis je vous la laisse deviner, mais vous avez vu que les jours santé, c'est sur le lien. Cette 25e force, c'est la gentillesse. Et ça carbure à fond. Alors, et c'est pas pour rien que peut-être elle avait été oubliée avant, mais qu'elle revient maintenant. Donc, moi aussi, je crois qu'il faut rêver et ça va nous porter, nous donner cette énergie vitale dont parle Fabrice et que cette éducation intégrative, elle soutient. Et puis, encore pour vous encourager, c'est les travaux de professeur Sonia Lyubomirs qui ont montré que si je me sens bien, je vais impacter jusqu'à 6 niveaux de connaissances autour de moi. Ça veut dire l'ami de l'ami jusqu'à 6. Donc, chaque personne qui vit comme Fabrice et qui transmet, et en fait, voilà, transmet tout autour à tous ceux qui les rencontrent. Donc, vous pouvez aussi vous approprier ça pour vous, et je crois que c'est le plus important sur lequel on puisse agir juste là. Ouais. Merci beaucoup pour ces derniers mots. On va clôturer cette soirée. Je vous rappelle, pour la communauté unie le PFL, les jours santé, c'est encore jusqu'à la fin de la semaine. Le programme sur le site jour-santé, jour avec un s-santé.ch. Et pour les autres qui ne sont pas de la communauté unie le PFL, on a une autre conférence ouverte à tous. C'est ce jeudi, vous pouvez toujours vous inscrire, qui parlera de santé durable sur le campus. Je rappelle aussi que Fabrice et Monique ont tous deux écrit des livres. N'hésitez pas à aller les consulter. Et puis je propose qu'on les applaudisse, qu'on les remercie bien fort. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.